Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée à l'innovation et à la tech responsable. Vous le savez, elle est partout dans notre quotidien, dans nos vies, dans nos entreprises et plus que jamais dans l'arène politique. Je veux parler de l'intelligence artificielle. Et alors que les programmes de nos futurs présidents sont en train de la mettre à l'honneur, de nombreuses questions s'imposent. La vidéosurveillance intelligente est-elle un rempart contre la délinquance ou le premier pas vers une société de surveillance? Quel va être l'impact de l'IA sur les campagnes électorales? Et si la France doit devenir championne de l'IA, comment nos futurs gouvernements vont prendre en charge les destructions d'emplois? C'est le débat que nous vous proposons aujourd'hui dans le numérique pour tous. Ça commence dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et dans ce numérique pour tous spécial IA et présidentiel, nous avons le plaisir d'accueillir le député Paul Midi, membre de la Commission des affaires économiques et fermement convaincu que l'IA est une opportunité historique pour la croissance et il nous en parlera. Et face à vous, Fabrice Epelboin, pour porter un regard sans concession, mais néanmoins bienveillant, pour nous donner un petit peu les effets de ce miroir technologique. Vous êtes enseignant à Sciences Po et vous êtes spécialiste reconnu de l'impact des technologies sur les réseaux sociaux. Fabrice, bonjour. Alors on va commencer par un débat qui est actuellement un peu sous la loupe, celui de l'intelligence artificielle et de la vidéosurveillance. Paul, l'amendement a un peu de mal, il patine un petit peu en ce moment. Où est-ce qu'on en est justement? Alors moi j'ai effectivement déposé... Rappelez-nous le contexte justement. Exactement. J'ai déposé une proposition de loi pour permettre l'utilisation de la vidéoprotection augmentée à l'IA. Qu'est-ce que c'est? C'est aider les commerçants à lutter contre le vol, qui c'est un fléau pour eux. C'est 2, 3, 4% du chiffre d'affaires qui peut être supprimé à cause du vol dans les magasins. Et bonne nouvelle, il y a une technologie qui permet de baisser de 20 à 50% les occurrences de vol dans les magasins. C'est utiliser de l'intelligence artificielle sur les caméras de vidéoprotection. C'est très simple. C'est le commerçant, il ne peut pas passer son temps à regarder son écran de caméra pour voir ce qui se passe dans ses rayons. Il est en train d'encaisser ses clients ou de faire ses stocks. Par contre, l'IA, elle peut le faire et elle peut prévenir le commerçant quand éventuellement il y a peut-être un geste qui ressemble à un geste de vol et prévenir le commerçant que c'est à ce moment-là qu'il faut regarder. Donc c'est très simple, c'est très efficace. On a voté ça à l'Assemblée nationale pour légaliser, tout en encadrant évidemment l'utilisation de l'intelligence artificielle. Maintenant, il faut que ça continue la navette parlementaire, donc j'espère qu'on y arrivera dans les prochaines lois. Mais Paul, vous n'avez pas un peu l'impression que c'est l'amorce d'un Big Brother? Non, je pense pas du tout, au contraire. Parce que c'est vraiment une technologie qui est encadrée, qui permet la primauté humaine, c'est-à-dire que les décisions sont uniquement humaines, c'est-à-dire que c'est le commerçant qui voit, parce qu'il est alerté par l'intelligence artificielle, que potentiellement il se passe quelque chose. Et ça réduit très fortement les vols. On encadre, par exemple, en interdisant la reconnaissance faciale, en donnant tout un tas de spécifications techniques sur ces logiciels, en favorisant le fait qu'ils soient d'ailleurs français et européens. Et donc on est vraiment très loin du Big Brother. Il faut utiliser ces technologies quand elles peuvent apporter un bénéfice. Là, c'est la lutte contre le vol, mais demain, j'espère que ce sera pour des sujets de santé. Quelqu'un qui tombe sur un trottoir, une personne âgée qui tombe sur un trottoir, qui se casse quelque chose, qui est tout seul pour que les secours puissent venir plus rapidement. Quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie ou une crise cardiaque. Voilà, ces technologies, elles peuvent apporter énormément de bénéfices. Il faut par contre bien les encadrer pour qu'on les utilise pour les usages qu'on veut. Et c'est le choix démocratique. Alors, l'intention est totalement bienveillante et elle est louable. Si vous, Fabrice Epelboin, vous étiez à l'Assemblée, est-ce que vous voteriez justement cet amendement ou vous avez un blocage culturel? Alors déjà, je lèverai un petit malentendu. Dans 1984, il y a toujours des humains. C'est dans Terminator qu'on n'a plus d'humains. Donc, c'est pas du tout incompatible avec le fait de construire 1984. Et puis, je soulèverai quand même une bonne nouvelle, c'est que ces technologies sont déjà installées en France depuis plus de 10 ans. C'est Disclose qui nous l'a révélé. Vous n'y êtes strictement pour rien, du reste. Ça a été fait avant la Macronie par Bernard Cazeneuve. Bon, certes, on est inégalité, mais on n'est plus à ça près. Et on a installé dans plus de 200 municipalités, aussi bien dans les polices municipales que dans les préfectures, Marseille, Paris, des systèmes qui, effectivement, ont cette fonctionnalité, ont également la fonctionnalité de reconnaissance faciale. Le seul inconvénient, enfin, il y en a deux. Le premier, c'est que ça s'est fait dans la plus parfaite illégalité. Bon, c'était déjà le cas pour la surveillance de masse avec le Deep Packet Inspection, déployé dès 2009, légalisé en 2018.
Mais l'autre gros problème, c'est que c'est une technologie israélienne. Ce qui est effectivement, en termes de souveraineté, c'est Bluffcam. Ce qui, en termes de souveraineté, est pas fantastique. Donc, on a des startups qui sont a priori capable de relever le défi et de remplacer ces technologies israéliennes après 10 ans de mise en pratique. Là, on est effectivement dans une problématique qui est strictement de légaliser des pratiques qui, dans l'administration, sont déjà courantes depuis 10 ans, mais effectivement sont totalement illégales pour le commerçant du coin. Donc vous ne la voteriez pas de votre côté, plutôt non ? En fait, si vous voulez, le problème qu'on va avoir, c'est que le rapport à l'espace public va radicalement changer. On a, depuis la révolution industrielle, l'anonymat dans l'espace public. C'est quelque chose qui fait partie d'une forme de contrat social informel. Le jour où la population va réaliser qu'effectivement elle est épiée à tous les coins de rue, le rapport à l'espace public et le rapport à l'autorité va changer de façon radicale. Donc moi j'aimerais, avant ce genre de loi, avoir, c'est souvent le cas avec les lois sur le numérique, une étude d'impact sérieuse. Et moi ce qui me manque, c'est une étude d'impact sérieuse sur ce genre de loi. Paul, vous nous confirmez que vous allez prendre garde à ce genre de dérive ? Oui, parce que c'est pas du tout le cas de cette loi. Je veux quand même bien préciser d'abord, on légalise dans l'espace privé, c'est-à-dire dans le magasin. On encadre effectivement des pratiques qui existent aujourd'hui, mais qui sont illégales de fait. On les encadre, c'est-à-dire que par exemple, il faut qu'il y ait un droit d'information. Il faut que les clients, quand ils entrent dans le commerce, ils soient prévenus que ce type de technologie est utilisé, comme aujourd'hui ils sont prévenus que la vidéoprotection est utilisée, qu'ils puissent faire le choix de rentrer ou pas dans le magasin si jamais ça leur pose effectivement un problème que ce type de technologie soit utilisé. Donc on n'est pas dans l'espace public. Effectivement, dans la loi JO, il y avait l'utilisation pour protéger les Jeux Olympiques de ce type de technologie de caméra augmentée à l'IA pour les sujets de sécurité. Moi je pense que c'est utile, mais là, le cadre dont on parle, c'est dans l'espace privé, dans les magasins, et évidemment en encadrant ça, et je le répète, en interdisant la reconnaissance faciale. Donc ce logiciel, il faut bien comprendre qu'il ne regarde que des gestes, il ne regarde par exemple ni votre couleur de peau, ni si vous êtes de quelle façon vous êtes habillé, donc qu'il est en fait moins biaisé qu'un agent de sécurité moyen dans notre pays. Voilà, donc il y a des avantages aussi à utiliser ce type de technologie. C'est bien de le rappeler. Alors Paul, on sait que vous êtes bien évidemment un fervent défenseur de la technologie. Vous dites que la France doit devenir un champion de l'intelligence artificielle. Bon, on voit quand même qu'il y a une forte puissance des États-Unis et de la Chine, même si on y prête moins attention ici en Europe. Est-ce que cette ambition, on en a réellement les moyens ? En fait, moi je suis d'abord un fervent défenseur de redonner aux Françaises, aux Français, aux Européens, aux Européennes la capacité de la prospérité. Qu'est-ce qui se passe depuis 30 ans ? On a quasiment raté la révolution numérique et grosse partie de la richesse liée à cette révolution qui a été créée, elle est partie aux États-Unis. C'est un problème. Et on a face à nous la révolution de l'intelligence artificielle qui va être aussi une opportunité économique énorme. Soit on mène cette révolution et donc ça apportera des bénéfices énormes pour les Françaises, pour les Français en création d'emplois, en augmentation de salaire. Et c'est la direction que moi je veux qu'on prenne. Soit on rate cette révolution technologique, on va s'appauvrir relativement par rapport aux États-Unis et à la Chine, on va perdre notre souveraineté et généralement ça finit toujours pareil dans l'histoire, c'est constante dans notre histoire. Quand vous ratez une révolution technologique, vous vous applaudissez et vous finissez soumis ou envahi. C'est ce qui est arrivé à la Chine quand elle a choisi de ne pas faire la révolution industrielle il y a quelques siècles. Elle est passée de la première économie du monde à un des pays les plus pauvres du monde. Et depuis qu'elle a repris une stratégie d'innovation, de gain de productivité économique, elle est redevenue la deuxième économie du monde. L'Europe est la troisième économie du monde. Moi, je veux qu'on redevienne la première économie du monde. Je veux que dans ce pays, les Françaises et les Français aient les meilleurs salaires au monde et qu'on ait le plus de ressources publiques pour payer notre armée, nos hôpitaux, notre éducation, la transition écologique et tout ce qu'on doit payer dans ce pays. Et c'est en ça que l'intelligence artificielle est une énorme opportunité, mais aussi un risque si on ne le fait pas bien. Alors, on loue votre optimisme, mais j'entends d'ici M. Epelboin qui va vouloir apporter une contradiction, ou alors être peut-être un peu plus nuancé. Une précision sur la Chine. La Chine a été ruinée avant tout par l'invasion de l'opium de la part des puissances occidentales qui a complètement écrasé ce pays pendant un siècle. Il s'en est sorti de façon catastrophique. Ça, c'est arrivé après que la Chine décide politiquement, pour des raisons que je ne vais pas détailler, de ne pas faire la révolution industrielle.
Non, je parle du XVIIIe siècle. Je parle du XVIIIe siècle. Alors, on ne fait pas un débat historique, mais venons au fait. Je partage complètement son diagnostic. Effectivement, on a totalement raté la révolution du numérique. On peut, par exemple, prendre des chiffres comme le PIB par habitant. Il y a 20 ans, le PIB par habitant était tout à fait comparable avec les États-Unis. Aujourd'hui, le PIB par habitant des Français est moitié moins que celui des États-Unis. Donc, on a totalement décroché et on s'est fait littéralement coloniser par les GAFAM. Il faudrait peut-être un retour d'expérience et une analyse de ce qui s'est passé pour ne pas continuer dans cette voie. Je vois des signes encourageants de la part de l'Europe qui prône l'open source, ce qui ne veut absolument rien dire, mais potentiellement peut-être le logiciel libre si les lobbies des GAFAM arrivent à ne pas fusiller cette loi. On peut essayer d'être optimiste, on verra bien ce que ça donnera. À côté de ça, il faut quand même être réaliste. Le budget IA des États-Unis est assez comparable au budget de la France, de l'État français. Donc on est vraiment dans la situation de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. La stratégie chinoise pourrait être une alternative. C'est-à-dire que les Chinois, très concrètement, sont passés en logiciel libre. Les logiciels d'IA chinois sont un bien public qu'on peut installer sur sa propre machine. Le problème, c'est que ce genre de stratégie n'est pas à la portée de la France, dans la mesure où on va dire qu'il y a certaines collusions au niveau des champions français entre l'appareil d'État et les champions français. Donc comme ça détruirait de facto les champions français de typiquement adopter une stratégie chinoise, ne serait-ce qu'en forquant les IA chinoises et en faisant notre propre version, on se retrouve un peu coincé. On n'a pas les moyens, les Chinois avaient le même problème, ils ont résolu en faisant de l'IA un bien public. Concrètement, donc, en 30 secondes concrètement, on est aujourd'hui dans une injonction paradoxale. Donc, d'ici aux élections, il ne se passera rien. Après les élections, on verra. Mais la seule stratégie réaliste qui s'offre à nous, c'est la stratégie chinoise. Paul, il y a un corollaire et qui concerne justement tous les citoyens, c'est la peur de perdre son emploi à cause de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'État, au-delà de cette ambition, et Fabrice parle d'une injonction contradictoire sur un autre sujet, est-ce que le maintien de l'emploi va être une garantie et vous allez être vigilant là-dessus? Est-ce que vous allez même peut-être compenser avec de la formation ou comment vous soutenez les citoyens dans ces années à venir? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on sait très bien comment ça se passe, ces révolutions technologiques, parce que ça se passe toujours de la même façon. Effectivement, elles détruisent de l'emploi, mais elles en recréent généralement à peu près 2 fois plus. Il y a 30 ans, avant qu'on ait le numérique, il y avait 1 million de dactylos qui écrivaient à la machine à écrire. Ces 1 million d'emplois ont été détruits, n'existent plus. Par contre, il n'y avait pas, il y a 30 ans, 1 million de développeurs, 1 million de livreurs e-commerce, tous ces métiers nouveaux qui ont été créés. Et donc la balance, elle est positive. Elle est positive, mais encore faut-il former les dactylos pour qu'elles ne restent pas sur le carreau. Exactement. C'est ça le sujet numéro 1, c'est la concurrence qui peut exister entre des salariés qui sont formés aux outils IA et des salariés qui ne sont pas formés aux outils IA. Et c'est ça le sujet, de la même façon que ceux qui, dans les 30 dernières années, avaient une difficulté à utiliser un ordinateur, avaient plus de difficultés à accéder à l'emploi ou à progresser dans leur emploi. Donc la priorité numéro 1 sur ce sujet, c'est de former massivement les Françaises et les Français aux outils de l'IA. C'est ça qu'on propose avec Gabriel Attal, de former 20 millions de Français dans les 3 à 5 prochaines années aux outils de l'IA. Il y a une technologie que tout le monde connaît, qui est très pratique pour avoir un emploi et pour faire plein d'autres choses, à laquelle l'État, grâce à des politiques publiques très ambitieuses, forme l'ensemble des Français, s'appelle la voiture. Alors moi, je pense qu'on doit faire la même chose. Qui va payer, Paul ? Enfin, écoutez, il faut qu'on utilise les budgets de formation professionnelle qui sont très importants, pas toujours totalement bien orientés. Ils sont notamment financés par les entreprises, mais aussi par l'État. Il faut que ce soit la puissance publique et les entreprises qui financent, mais ces budgets, je dirais, existent déjà. C'est de la réorientation. Mais quand il y a 2 500 € par an et par candidat dans les entreprises pour former, est-ce qu'on a les moyens de former tout le monde? Est-ce qu'on va vouloir former tout le monde? Il faut le faire. C'est vraiment un enjeu vital. Vous allez former les PME. Il ne faut pas reproduire les erreurs qu'on a faites dans ces 30 dernières années sur la révolution numérique, où on a laissé les gens au bord du chemin. Il y a des gens encore dans notre pays qui sont dans l'électronisme. 30 ans après l'arrivée des ordinateurs. Ça, c'est pas possible. Il faut pas se gourer cette fois-ci. On doit faire le retour d'expérience et donc il faut former massivement. Il faut que tout le monde y passe, mais c'est positif. La bonne nouvelle avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est pas devenir chirurgien. Il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'études pour comprendre comment ça marche. En quelques heures, les études académiques le montrent déjà, en
quelques heures, vous mettez le pied à l'étrier des personnes qui veulent être formées. C'est relativement auto-apprenant parce que quand vous avez à peu près compris comment ça marche, vous posez les questions à l'IA et c'est elle qui vous répond et qui vous explique comment il faut faire. Et donc, en quelques heures, vous pouvez mettre le pied à l'étrier des Françaises et des Français. Donc, vous allez forcer les patrons à former leurs collaborateurs. En fait, il faut qu'on ait un système, je pense pour le coup, national. Il faut que tout le monde y participe, bien sûr. Chacun doit y trouver son rôle. Mais on s'assure que au moins 20 millions de Français, c'est-à-dire quasiment tous les salariés, au moins 2/3 des salariés du privé et du public, passent par ces formations-là. Il faut les embarquer, les pousser, il faut que ce soit positif. Et donc, je pense qu'il faut qu'on fasse un grand plan national sur ce sujet-là. Voilà. Fabrice, Paul Midi parlait d'une évolution comparable à celle d'Internet il y a quelques années. Pour vous, la rupture, elle va être beaucoup plus violente ? Oui, elle va se passer en quelques années, là où auparavant, on était dans l'ordre de la génération. Donc, former des dactylos, au final, on l'a pas fait. On a juste eu le temps de les voir arriver à la retraite. Là, on n'aura pas le temps de voir une génération entière arriver à la retraite, ne serait-ce que parce que les premières victimes, c'est la génération qui arrive sur le marché du travail. Le premier usage de ChatGPT dans l'entreprise, c'est de remplacer le stagiaire et de remplacer les emplois juniors. Donc, on va avoir un problème effectivement de raréfaction de l'emploi qui va commencer par des gens qui s'imaginaient totalement à l'abri des précédentes disruptions, la révolution industrielle, la révolution numérique, qui ne les avaient pas touchés, au contraire, et qui là vont se retrouver sur le carreau. Et c'est une génération qui a fait des études, qui avait pas mal d'ambition en termes de travail et qui très concrètement vote dans les extrêmes aujourd'hui, plutôt l'extrême gauche, et qui va se retrouver sur le carreau. Donc on va se retrouver dans une situation avec énormément de population qui a des vraies capacités à réfléchir, à s'organiser, à débattre, et qui va se retrouver exclu du marché du travail. C'est déjà le cas dans tous les juniors de toutes les entreprises. Paul, 30 secondes pour répondre avant la pause. Totalement, je pense que c'est totalement faux ce que vous venez de dire. C'est vérifié par des chiffres. Non, et je pense qu'on pourra mettre ces chiffres derrière les clips YouTube. Une seule étude qui a essayé de le démontrer, qui a été après démontée par pas mal d'économistes. Donc ça ne se voit pas dans les chiffres. Ça ne s'est jamais vu dans aucune révolution technologique depuis le début de l'humanité. Il n'y a jamais eu de ce qu'on appelle le chômage technologique, c'est-à-dire de hausse de chômage liée à l'arrivée d'une nouvelle technologie. C'est sincèrement, dans le monde du développement informatique, vous pouvez affirmer ça ? C'est que cette révolution technologique, on peut s'imaginer qu'elle ira beaucoup plus vite que les autres. Donc le besoin de formation, d'accompagnement, il est beaucoup plus important et beaucoup plus rapide. Il faut qu'il soit à la hauteur des enjeux. C'est pour ça que nous, quand on propose avec Gabriel Attal de former en 5 ans 20 millions de Français, ça peut paraître très important, mais c'est ce qu'il faut faire justement pour accompagner cette révolution-là et qu'on la mène, voilà, que les Françaises et les Français soient les meilleurs salariés sur l'IA de toute l'Europe et du monde entier. Je pense que ça, c'est possible. C'est beaucoup d'efforts, mais attention à ne pas faire croire aux Français qu'ils vont tous être au chômage dans 3 ans. Ça, c'est vraiment, je pense, une bêtise. Paul Midi, Fabrice Epelboin, je vous propose de marquer une courte pause et on va continuer à parler de formation et notamment des jeunes générations. Restez avec nous. L'intelligence artificielle sur Sud Radio, ça continue dans quelques instants et c'est sur le numérique pour tous. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Numérique pour tous, spécial intelligence artificielle et présidentielle, ça continue. Et j'ai une question justement sur cette fameuse IA qui va s'infiltrer dans la préparation des élections. Paul Midi, on sait qu'on peut influencer certaines campagnes maintenant avec une bonne maîtrise des algorithmes des plateformes numériques. Est-ce que ces élections, alors vous allez peut-être pas nous le dire, mais dans quelle mesure on peut être protégé d'une influence de l'intelligence artificielle sur le profiling justement des messages que l'on va adresser? Alors, ce qu'il faut bien, je pense que vous parlez des réseaux sociaux. Notamment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les forces politiques dans ce pays ne peuvent pas utiliser la publicité sur les réseaux sociaux, qui est la seule qui permet de vraiment cibler tel ou tel type de personne, tel ou tel type de population. Ça, c'est légal aux États-Unis. Tout à fait. Donc, beaucoup d'argent est dépensé aux États-Unis là-dessus. En France, c'est illégal et je pense que c'est une bonne chose. Et donc, il y a souvent beaucoup de fantasmes de certains, mais en fait, les partis politiques sont pas en capacité de le faire. C'est illégal. Alors, certains peuvent faire des choses illégales, mais évidemment, moi, ma force politique, elle fait pas ce genre de choses. Ce qu'il faut par contre bien comprendre, c'est que effectivement, c'est l'algorithme de TikTok qui va choisir les vidéos et les personnalités politiques qui vont être envoyées auprès de nos enfants. C'est plutôt des enfants qui utilisent TikTok, auprès de tous les utilisateurs français de TikTok. Ceux qui peuvent voter. Voilà, ceux qui peuvent voter.
Oui, mais voilà, bon, les enfants sont aussi exposés à ces vidéos-là. Et cet algorithme, que ce soit TikTok ou sur les autres réseaux sociaux américains ou chinois, il ne respecte pas les règles de pluralisme que vous, en tant que radio ou que les chaînes de télévision respectent, parce qu'on leur a mis l'obligation dans la loi depuis 40 ans. Est-ce que ces élections seront biaisées ou pas? Eh bien, de fait... comme ces réseaux sociaux sont maintenant le premier média d'information pour les Françaises et pour les Français jusqu'à 35 ans, sur ces médias, il n'y aura pas, on peut l'imaginer, le pluralisme, qui est, je pense, quelque chose d'important qu'on a à la télévision ou à la radio. Donc moi, je plaide pour qu'on applique ces règles de pluralisme sur les réseaux sociaux. Mais comme on est à moins d'un an d'une élection présidentielle et que dans notre démocratie, on a cette règle implicite de ne pas changer les règles du jeu moins d'un an avant une élection, cette règle ne sera pas changée d'ici là. Merci Paul. 30 secondes pour conclure. Très rapidement, effectivement, on n'a pas le droit de faire de la pub politique, mais si des militants se mettent à le faire, c'est totalement hors cadre. Et donc, si j'ai une armée de militants qui font des petits clips sur Bardella, Mélenchon, machin, pour faire leur promotion, je vais pouvoir avoir un leverage avec une armée de militants, et là, les forces ne sont pas égales. Et ensuite, le problème central que pose l'IA, c'est l'ultra-personnalisation du message. On a vu ça avec Cambridge Analytica. Et là, il n'y a absolument aucun garde-fou dans la campagne actuelle pour ultra-personnaliser les messages grâce à l'IA. Qui plus est, il y a un mouvement anti-IA qui commence à être massif, aussi bien en France qu'aux États-Unis, et qui va s'insérer dans la campagne d'une façon ou d'une autre. On a commencé à voir poindre des réactions avec la campagne de Sarah Knafo. Il n'y a aucun doute que dans la campagne présidentielle, l'IA va avoir sa place dans le côté positif et dans le côté négatif. Et il y a clairement un sentiment néoludite en France qui est très très fort. Paul, 30 secondes pour répondre. En fait, pour bien préciser, je répète que pour ce qui est des partis politiques, des campagnes de notre pays, c'est interdit de faire ça. Et donc ça n'est pas fait à la connaissance. Non, pas des partis, du petit militant dans son coin. C'est que il peut y avoir des risques d'ingérence étrangère. On en a eu à chaque fois aux dernières élections, évidemment en Russie, pas que en France. Alors, partout, c'est avec les Russes. Et donc, il faut être très conscient de ces ingérences étrangères. Elles sont là dans notre quotidien et dans l'actualité. Voilà, et donc il faudra que tout le monde soit vigilant. C'est pour ça qu'on a besoin de journalistes dans cette démocratie, de vrais journalistes qui puissent faire la différence entre le vrai, le faux, d'où viennent les messages, d'où ils sont poussés, avec quels intérêts. Et donc on a un sujet médiatique et de financement de nos médias dans ce pays, je pense, qui est le sujet numéro 1. Merci beaucoup Paul Midi et Fabrice Epelboin pour votre éclairage et pour la richesse de ce débat. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Cette semaine encore, un grand merci d'interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux et on essaie de répondre à tout le monde. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine.